On est 12 ans après son entrée en fonction, puisqu'elle a commencé à fonctionner en 2002, la Cour pénale internationale. Et en 12 ans, elle ne s'est attaquée qu'à des Africains. C'est votre constat et effectivement on peut difficilement dire que qui que ce soit d'autre a été inquiété par la Cour pénale internationale. Juan Branco, d'ailleurs on va les voir, ils sont là, ils sont tous là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi uniquement des Africains d'après vous? Parce qu'on a construit une institution qui était faible, en fait, qui avait peu de moyens de s'attaquer aux puissants de ce monde. Et donc non seulement ce sont des personnes du continent africain, mais en plus au sein de ce continent, la plupart, la quasi-exclusivité, sont des personnes qui ont été déchues ou qui étaient menacées des intérêts des pouvoirs en place, en fait. Et donc on s'est attaqué à des petits miliciens, parfois à des opposants politiques de haut niveau comme Jean-Pierre Bemba aux Républiques démocratiques du Congo, mais on s'est retrouvé avec une institution qui tout de suite a été prise dans le piège en fait des jeux des grandes puissances et des puissances régionales qui l'utilisaient pour se débarrasser d'un ennemi politique gênant, de quelqu'un qui par ailleurs avait commis des crimes et des crimes qui par ailleurs peuvent être extrêmement graves. Il faut absolument pas l'utiliser pour relativiser les crimes qui ont pu être commis, mais qui faisait que l'institution au final devenait un pion dans ce jeu dont vous venez de parler en fait. Cette sorte de guerre ouverte d'intérêts entre les grandes puissances et qui le plus souvent en fait se fait au détriment des États moins forts. Et aujourd'hui dans la scène internationale, les États les moins forts, les populations les moins fortes, ce sont les populations africaines. Et donc on s'est retrouvé dans ce paradoxe où une institution qui était censée protéger les populations de leurs dirigeants, parfois a joué à l'encontre de leurs intérêts et en tout cas a participé à des jeux politiciens, à des jeux de géopolitique qui étaient franchement pas réjouissants. Vous reprochez également à chaque fois que la CPI ne s'en prend qu'aux vaincus. C'est-à-dire, par exemple, en Côte d'Ivoire, on voyait là Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est attaqué par la Cour pénale internationale. Si c'était Alassane Ouattara qui avait gagné la guerre civile, vous pensez que ce serait Alassane Ouattara qui aujourd'hui serait à la Cour pénale internationale à La Haye et pas Laurent Gbagbo? Probablement, si ça avait été l'intérêt de la France que ce soit le cas, oui, comme c'était le cas pour Laurent Gbagbo, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Alassane Ouattara a senti que la CPI fonctionnait de façon tellement déséquilibrée que lui-même s'est refusé à livrer Simone Gbagbo à la Haye, ce que demandaient le procureur de la CPI et les juges, parce qu'il sentait bien que ce ne serait même pas accepté au sein de sa population, parce que les procédures devenaient trop biaisées. Donc on se retrouve dans une situation où les chefs d'État qui utilisent la CPI dans leur intérêt essaient de limiter l'élan de la CPI parce qu'ils sentent bien que c'est trop grossier en fait. Il y a une seule exception intéressante, ou une exception importante à cette règle des vaincus, qui est celle du président des principaux dirigeants du Kenya, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les procédures se sont effondrées. Parce qu'encore une fois, on en revient à la façon dont a été construite la Cour. La Cour n'est pas outillée pour s'attaquer aux puissants. Elle n'a pas les moyens de s'attaquer aux puissants. Et du coup, la seule fois où le procureur a eu le courage de tenter de s'attaquer à un président et un vice-président en exercice, eh bien, au bout de quelques années, ils ont dû abandonner les procédures. On s'est retrouvé dans une situation où justice n'a pas été faite et où l'action de la Cour s'est réduite à rien. Donc, c'était contre des violences électorales au Kenya de 2007. Alors, Juan Branco, face à vous, nous avons invité Karine Bonneau, qui est responsable du bureau Justice internationale de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. La FIDH étant l'un des 7 membres du comité exécutif de la coalition pour la CPI, qui a joué un rôle dans sa création en 1998. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur sa création, Karine Bonneau, un livre qui n'est pas traduit en français, mais dont on va voir tout de suite la couverture en anglais. Vous êtes également l'auteur d'un livre sur le droit à réparation des victimes. Alors ça ne vous choque pas, ça, la FIDH, le fait qu'il n'y ait que des Africains inquiétés par la Cour pénale internationale depuis son entrée en fonction en 2002? Écoutez, évidemment, il n'y a que des Africains, c'est un constat qu'on fait. On dirait qu'il ne s'est rien passé ailleurs. Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, la dernière enquête qui vient d'être ouverte par la procureure de la Cour pénale est en Géorgie. Donc la Cour pénale, ça y est, se déplace. Oui, mais elle peut ouvrir des enquêtes et ne jamais inquiéter personne, c'est déjà arrivé. Ah non, non, pour l'instant, les enquêtes, elles suivent leur cours et elles vont aboutir à des mandats d'arrêt. Maintenant, il faut savoir comment la Cour peut agir. La Cour, elle peut agir si un État, lui, l'a saisi. Ça a été le cas de 5 États africains qui, eux-mêmes, les chefs d'État, ont demandé à la Cour d'enquêter parce qu'ils ne pouvaient pas, ils estimaient ne pas pouvoir enquêter sur les crimes. Le Conseil de sécurité en a saisi 2 et ensuite le procureur a décidé d'ouvrir des enquêtes dans 2 États. Alors, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le débat, c'est contre l'Afrique, c'est contre les populations. Non, il faut distinguer les chefs d'État et les populations.
on remarque que les victimes de ces crimes, qui sont des crimes contre l'humanité ou même de génocide au Darfour, ces victimes elles-mêmes ont demandé à ce que justice soit rendue et ont saisi la Cour pénale internationale parce qu'elles n'avaient pas obtenu justice dans leur pays. Certes, il faut maintenant que la Cour aille ailleurs. Il y a des examens préliminaires en cours, donc c'est l'étape avant l'enquête, par exemple en Palestine, en Ukraine, en Colombie, où le fait même que cet examen préliminaire existe change un peu la donne au niveau national aussi. Effectivement, il faut que la Cour aille ailleurs, mais c'est aussi légitime qu'elle soit allée là où elle est allée. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que la Cour pénale internationale agit en Afrique parce que les chefs d'État la saisissent et que par ailleurs, c'est parce que les populations lui ont demandé d'agir sur le terrain qu'elle l'a fait. Dans les faits, les populations ne jouent aucun rôle au sein de la procédure. C'est des organisations comme les FIDH qui prennent la parole au nom de ces populations. Non. Il y a des représentants des victimes qui peuvent intervenir en tant qu'avocats dans les procédures dans une dimension assez marginale. Dans les faits, quand vous allez en Ituri pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent des procédures, donc dans l'est de la République démocratique du Congo, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de procédures qui font en moyenne 200 vues sur YouTube et qui font l'objet de quelques procédures de dissémination après sur le terrain, la plupart des personnes sont incapables de vous dire ne serait-ce quelles ont été les personnes accusées et envoyées à ces pays. J'y suis allé. C'est extrêmement méprisant de dire ça. C'est pas méprisant. On parle de c'est pas vrai. Les populations locales, elles savent, elles suivent les procès. Elles sont Comment est-ce que vous informées. suivez les procès dans des villages où vous n'avez ni électricité ni eau? Comment est-ce que vous suivez les procédures de la CPI? Parce qu'il existe des sections au sein de la Cour qui vont voir ces personnes-là. Il y a des ONG qui travaillent aussi à rendre plus populaires et plus connues ces procédures. Et les victimes elles-mêmes, pour la première fois dans la justice internationale, ont le droit de participer. Donc les victimes qui participent, il y en avait plus de 5000 contre Jean-Pierre Bemba. Elles ont un avocat, plusieurs même. Elles sont extrêmement au courant. Et c'est elles qui disent aussi à leurs avocats ce qu'il faut dire lors de ces procès. Et l'éclairage des victimes a été fondamental pour mieux comprendre le contexte. Écoutez, bien sûr, c'est jamais assez. J'ai participé aux procédures, j'ai vu comment fonctionnaient les représentants, le bureau de représentants des victimes. Je suis allé sur le terrain enquêter pour ma thèse de doctorat sur les villages où avaient été commis les crimes. Il faut savoir que, par exemple, les enquêteurs, dans la première affaire à avoir été jugée définitivement à CPI, n'avaient même pas mis les pieds dans le village où les crimes avaient été commis, ce qui est quand même montre. C'est ce que vous dites dans votre livre. Vous dites que la CPI, en fait, n'enquête pas. Elle charge les ONG de le faire à sa place. Des intermédiaires pour amener des témoins. Donc cette affaire, la première affaire à avoir été jugée définitivement, l'affaire Katanga, c'était sur des crimes qui avaient été commis dans un village de l'Est de la RDC, à Aveba. Les enquêteurs du bureau du procureur de la Cour pénale internationale n'ont jamais mis les pieds à Aveba. C'est quand même sidérant. On est dans une déconnexion complète. Vous dites qu'elle confie même les enquêtes éventuellement aux grandes puissances, y compris aux services secrets de ces grandes puissances. Donc on se retrouve soit, là pour le coup, pour l'avoir vu de l'intérieur, on se retrouve soit dans une situation où on va faire confiance aux ONG, notamment Human Rights Watch, les FIDH, les rapports qui peuvent être faits par des personnes qui vont sur le terrain et qui après sont utilisés pour nourrir, en tout cas amorcer les enquêtes, soit dans ce qui s'est passé notamment en Mali, où on va déléguer, on va demander à la France, par exemple, d'enquêter à la place de la Cour pénale internationale parce que les fonctionnaires de la Cour pénale internationale ne veulent pas sortir de Ouagadougou ou de Bamako. Selon Bamako, déjà, c'était une étape importante. Ils ont mis quelques mois avant d'arriver à Bamako. Pour enquêter après sur le Nord Mali, ils vont demander à la France. Comment vous voulez que dans ces conditions, on puisse éventuellement enquêter sur des crimes qui seraient commis par les forces françaises et non seulement par les Touaregs et par les forces djihadistes? Évidemment, dans ces circonstances, c'est quasiment impossible d'avoir un moindre rapport d'équité. On voit aussi que ça s'est passé de façon assez similaire en Libye, dans ce qui a été les grands échecs de la CPI sur la question du sort de Kadhafi qui avait été... Alors justement, à propos de Kadhafi, vous en parlez dans votre livre, vous rappelez que la CPI avait travaillé pendant 5 ans en Afghanistan sans délivrer le moindre mandat d'arrêt. Et puis tout à coup, au moment où les grandes puissances veulent intervenir en Libye, la CPI immédiatement propose de délivrer tout de suite un mandat d'arrêt contre Kadhafi. Le procureur de la CPI propose à la France de délivrer un mandat d'arrêt avant même l'intervention armée pour pouvoir légitimer l'intervention armée. Donc ça fait partie des négociations pour obtenir la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. La France va refuser de la même façon qu'elle a fait sa notera pour Simone Gbagbo en disant non, ça va trop loin, on va faire la saisine d'abord et dans un second temps, vous allez pouvoir... Prenez du temps. Ils n'ont pris que 3 semaines finalement, le procureur de la CPI. Comme vous le dites, ils avaient mis 5 ans, ils n'ont toujours pas fait pour prendre une décision sur qui enquêter en Afghanistan, où des crimes quand même ont été commis, où il y a des rapports
d'innombrables rapports, y compris de la FIDH, qui ont été faits sur les crimes qui ont été commis à la fois par les talibans, par les forces de l'OTAN, que ce soit les vols secrets, les prisons secrètes, etc. Sur la Libye, ça va venir en 3 semaines, et avec le procureur de la CPI qui va annoncer devant les télés qu'il y a des camions de Viagra qui sont en train d'être livrés aux forces de Kadhafi pour commettre des viols de masse. Évidemment, ça va s'avérer être une intoxication qui a été fournie par un des services secrets des États, des grandes puissances qui sont intervenus en Libye, je ne pourrais pas vous dire lequel, dans l'objectif de se servir de ce mandat d'arrêt pour délégitimer complètement Kadhafi, ce qui n'avait pas besoin d'arriver. Et pour le renverser, ce qui et pour n'était pas permettre de le prévu. renverser et le faire tuer. Et on se retrouve dans une situation où ce mandat d'arrêt qui aurait dû protéger Kadhafi temporairement, c'est-à-dire pour le faire arrêter, le faire juger et permettre de refaire un contrat social, enfin jouer le rôle que joue la justice, c'est-à-dire d'établir les faits, la vérité et de permettre à terme une réconciliation, va être utilisé pour légitimer en fait ce qui va être l'élimination de Kadhafi. Non, mais la Cour, il faut aussi voir comment elle fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une institution totalement nouvelle qui a été mise en place en 2004, sur la base d'un droit qui n'existe nulle part ailleurs, qui doit être mis en place par 18 juges de nationalités différentes, de cultures juridiques différentes. Donc ça prend aussi du temps, cette mise en place. Maintenant, elle a travaillé au départ avec l'ancien procureur, Luis Moreno Ocampo, effectivement, avec des enquêteurs qui faisaient des missions rapides sur le terrain et qui revenaient à La Haye ou à son siège pour faire le débrief, et beaucoup d'intermédiaires et d'ONG. C'était le cas dans les 2 premiers procès, Lubanga et Katanga, dans lesquels, effectivement, les juges eux-mêmes ont sanctionné la pratique du bureau du procureur. Aujourd'hui, cette pratique, elle a changé fondamentalement avec la nouvelle procureure Fatou Bensouda, qui a renforcé ses équipes d'enquêteurs. Ensuite, la Cour, elle opère dans un monde qui la dépasse complètement. Je veux dire, elle n'a aucun moyen, elle n'a aucune force de police. Elle dépend complètement des États pour arrêter les personnes responsables. La Cour n'aurait jamais pu empêcher Kadhafi d'être assassiné. C'est un leurre, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est vraiment... malheureusement, pour la reine, ne l'a pas sauvé. Il faut juste remettre un peu les Là, c'est pire, c'est que non seulement elle l'a pas sauvé, c'est qu'elle a légitimé. Elle a été utilisée comme légitimant. En gros, on dit, regardez cette personne qui a commis des crimes contre l'humanité, potentiellement de génocide, etc. La CPI est utilisée comme un outil au service de la légitimation des chefs d'État et des individus politiques qui, à un moment, dérangent un certain ordre ou des grandes puissances ou à l'échelle nationale, comme Bemba, a raison ou à tort, ils peuvent avoir commis des crimes, ils peuvent être jugés. La question qui se pose, c'est celle de l'équité. Quand vous n'allez travailler que dans le sens des grandes puissances, que dans le sens des personnes qui y sont intéressées, la fonction de la justice elle-même se décrédibilise et la fonction de la justice, la fonction réparatrice, la fonction symbolique, la fonction qui est censée permettre de reconstruire une société, s'effondre complètement. Et à partir de là, vous dites, oui, la CPI, si vous-même vous dites la CPI est dépassée par le monde dans lequel elle existe, ça devient un danger parce qu'elle peut être utilisée par ce monde dans tous les sens et à aucun moment pour jouer son rôle et au contraire, justement, pour être instrumentalisée en permanence. Non, c'est pas qu'elle est dépassée, elle joue son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est de poursuivre les plus hauts responsables de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. Les plus hauts responsables, ça peut être des chefs rebelles, mais ça peut aussi être, et c'est surtout, des chefs politiques, puisqu'on parle de crimes d'État. Et ces crimes, ils sont commis par les chefs d'État. Et ils ont été commis par Kadhafi. Quand vous voyez le mandat d'arrêt contre Kadhafi, contre son fils et contre son chef de sécurité, c'est assez éclairant. Maintenant, la Cour, elle n'a pas enquêté que sur des seconds couteaux. Elle a émis un mandat d'arrêt contre le chef d'État en exercice du Soudan, contre son ministre de la Défense. Elle a essayé de juger le président kényan avant même qu'il soit élu président. Et une fois qu'il a été élu président avec son vice-président, ils ont été jugés ensemble. Ils ont lancé une campagne absolument terrifiante contre la CPI et qui s'est conclue par, effectivement, l'abandon des poursuites. Mais pourquoi? Parce que ces personnes-là qui sont au pouvoir ont exercé des pressions terribles sur les témoins, qui ont même été assassinés, qui se sont tous rétractés. Et donc, voilà, là, effectivement, on est devant une cour qui, face à un chef d'État en exercice, est impuissante pour empêcher les pressions sur les témoins. Mais pourquoi? Mais il faut lui donner les moyens d'agir. Il faut que les États lui votent un budget plus conséquent. Il faut que ces enquêteurs soient beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, si l'enquête contre Ouattara vient juste d'être ouverte, et elle est ouverte, il y a une enquête en cours en ce moment en Côte d'Ivoire sur le clan Ouattara, elle a été ouverte cette année, alors qu'elle devait l'être l'année dernière. Mais pourquoi? Parce que les enquêteurs qui étaient en Côte d'Ivoire ont dû se mettre sur un autre dossier.
parce qu'ils doivent changer de situation, d'enquête, parce que les États ne donnent pas les moyens d'agir. Donc vous pensez que c'est une question de moyens, que 140 millions d'euros par an pour une institution qui n'a pas, qui a eu quoi, un procès, qui a eu un résultat définitif en Non, il y en a eu plusieurs. Définitif, il n'y en a qu'un seul. Il y en a eu deux, il y a Katanga, il y a Lubanga, il y a Lubanga Bemba. n'est pas définitif et en appel. Il y en a Mais non, il n'y a pas eu appel, mais il est définitif. Après, c'est une vocation à agir dans 124 pays. Le tribunal pour le Liban, il a 3/4 du budget de la Cour pénale internationale, alors que le tribunal pour le Liban ne doit juger que les auteurs des crimes commis contre Hariri. La Cour pénale, elle doit agir dans potentiellement beaucoup plus de situations. Et l'année dernière, l'Assemblée des États parties a adopté le budget de la Cour en ne lui donnant le budget que pour une enquête nouvelle en 2016. Pardon. Donc la Cour n'a les moyens que d'agir dans une seule enquête. Donc après, on peut toujours, et nous les premiers à la FIDH, regretter ça. Nous, on soumet des communications au bureau du procureur pour enquêter ailleurs, pour aller en Ukraine, pour aller en Afghanistan, pour aller en Colombie, même au Mexique, voilà. Mais ça ne gêne pas la FIDH qu'il n'y ait pas eu une enquête en Afghanistan qui était ouverte? Bien sûr que ça nous gêne, depuis, mais 12 ans. absolument. Et les premiers à le dénoncer, ça c'est sûr. Il n'y a pas un problème structurel dans le fait qu'à aucun moment on ne se soit attaqué justement, que ce soit en Afghanistan, en Palestine, éventuellement même en Irak aux forces anglaises, qu'à aucun moment la CPI n'ait eu le courage de s'attaquer aux grandes puissances, ou qu'elle ait même cherché à enquêter au Mali, qu'elle ait cherché à enquêter sur le rôle de la France au Côte d'Ivoire, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment quelque chose qui vous semble trop gros et peut-être qui n'est pas lié juste à des questions circonstancielles, des problèmes de budget, des problèmes de personnes au sein du bureau du procureur, mais qui a peut-être une défaillance au sein de l'institution en tant que telle? Il faut aussi voir que la Cour, elle agit dans une société, effectivement, qui est celle des États. Et que peut-être que depuis 10 ans seulement qu'elle est en fonction, qu'elle dépend des États pour obtenir pas mal d'informations et la coopération. C'est vrai que, effectivement, ça doit forcément jouer en ligne de compte pour ne pas s'attaquer maintenant à d'autres personnes de pays occidentaux. Mais encore une fois, je veux dire, elle a 10 ans, elle est censée être permanente. Depuis 10 ans, il y a un autre reproche que vous lui faites, Juan Branco, c'est qu'elle a dévoyé le concept de crime contre l'humanité, un concept qui était né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, censé désigner des crimes particulièrement atroces, des crimes de masse. Vous l'avez rappelé, elle est censée justement s'attaquer aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre, aux crimes de génocide. Or, avec la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité, c'est devenu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, et qu'à assimilé à un crime contre l'humanité, dites-vous, Juan Branco, à la fois le fait de s'attaquer à une base militaire, si on tue quelques civils, c'est un crime contre l'humanité, ou la répression sanglante d'une manifestation, c'est devenu un crime contre l'humanité. Alors, je vais essayer de nuancer, mais ce qui a été intéressant, c'est que comme la Cour s'est retrouvée dans une situation où elle avait peu d'affaires, où elle était censée justifier son budget, où elle devait trouver en fait de la matière, elle s'est retrouvée à juger des affaires qui n'étaient pas du tout de son ampleur. C'est l'affaire Katanga en République démocratique du Congo. Et on va se retrouver à devoir faire condamner entre 30 et 60 civils dans le cadre d'une attaque qui est considérée comme étant légitime. Avec des viols, esclavage sexuel. Non, il n'y a pas d'esclavage sexuel. Dans le cadre de l'Itourie, il faut voir le contexte de l'Itourie. On parle d'un conflit en Itourie qui a fait des millions de personnes et ça a été la capitale du monde du viol. Effectivement, ce village-là était un exemple parmi d'autres de crimes qui étaient commis. On ne peut pas nous dire français à Paris, c'était rien, c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé aussi avec les victimes de Katanga. Excusez-moi, c'est les premières à demander justice et elles ont le droit. Et c'est un crime contre l'humanité parce que c'est une attaque contre la population. Il n'y a pas d'esclavage sexuel dans l'attaque, qui est une attaque, qui n'est pas quelque chose de structurel, on ne juge pas. Donc dans cette affaire, il n'y a pas eu de question d'esclavage sexuel. De façon générale, on est sur une attaque qui fait, encore une fois, entre 30 et 60 morts dans le cadre d'une attaque qui est considérée par les juges eux-mêmes comme une attaque légitime contre une cible militaire légitime. Excusez-moi, cette attaque en tant que telle, je suis désolé, je peux vous trouver peut-être 1000 événements plus graves dans les 15 dernières années qui sont déroulés dans les situations qui sont sous compétence de ces pays. Donc, si on ne s'interroge pas sur pourquoi est-ce qu'on a choisi cette attaque, parce que Kabila, le président de la République démocratique du Congo, devait donner des gages à la communauté internationale, devait montrer qu'il coopérait avec la communauté internationale. Donc, il a prétendu envoyer un allié très important qu'il avait nommé général juste avant de le faire envoyer à La Haye, qui avait 26 ans à l'époque, qui avait, on s'est révélé, même pas participé à l'attaque en soi. Il avait stocké des armes qui ont permis d'être utilisées dans cette attaque, donc qui a fait entre 30 et 60 morts civils. Donc on voit quand même le niveau de responsabilité qui est extrêmement éloigné. Quelqu'un qui avait à l'époque 24 ans, encore une fois, et qu'on va envoyer à La Haye en prétendant que c'est un grand général, un grand allié de Kabila, pour donner l'impression que la Cour internationale fait du travail de façon impartiale et travaille contre des grands accusés. Et on se retrouve avec ces situations où le juge français, d'ailleurs, Bruno Cotte, est obligé d'écrire 700 pages
pour légitimer la poursuite et la condamnation de cette personne, en faisant quand même dans le jugement une comparaison explicite avec les crimes nazis de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il est obligé, parce que ce droit est fondé évidemment sur ces crimes. Et on se retrouve dans cette situation complètement ubuesque où cet individu, du coup, va être la première personne à être condamnée définitivement par ces pays. On peut se demander si ces 140 millions d'euros par an, si cette institution qui avait des ambitions si nobles et si hautes et si importantes, parce qu'encore une fois, c'est un combat essentiel, et là-dessus, évidemment, il n'y a aucune différence entre ma position et celle des grandes organisations. Comme la FIDH, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se trahir à un moment, à fermer les yeux et à prétendre en permanence que c'est pas grave, qu'il faut du temps, qu'il y a des choses sur lesquelles on peut passer parce que l'objectif vaut la peine et parce qu'au final, en fait, on a participé à la création de cette institution et on a peur de s'en désolidariser et de faire tomber un rêve qui avait mis tant d'années à se construire. Nous, on est les premiers à la critiquer. Là, vous parlez toujours du procès Katanga, qui était le deuxième de la CPI, certes, mais depuis, la CPI aussi a beaucoup évolué. Et la définition des crimes contre l'humanité, elle découle de Nuremberg. Elle n'a pas été beaucoup changée par les statuts, par les États. La Cour, elle applique les statuts. Raoul Marc Sénard, vous vouliez intervenir? Mais moi, je trouve que... Bon, je veux d'abord dire que j'ai milité pour la création de la Cour dans une organisation de droits de l'homme, que je suis très intéressé par ça parce que j'étais dans un tribunal ad hoc, expert de l'ONU pour le tribunal, un procès du tribunal qui juge les dirigeants Khmer Rouge. Je suis donc assez intéressé. J'aime beaucoup, moi, qu'il y ait cette critique parce que c'est stimulant, parce que ça empêche de tomber dans le panneau. Je reviens sur ce que vient d'écrire Hubert Védrine à propos de la communauté internationale. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle a créé des outils, mais on est toujours dans une coalition d'États qui, selon les opportunités et leurs intérêts, agissent, n'agissent pas et se servent des instruments qu'on appelle la communauté internationale, et en l'occurrence ici la CPI, en fonction de leurs intérêts. Vous avez cité le tribunal sur le Liban. C'est une véritable instrumentalisation de la CPI. On juge un assassinat politique. Enfin, non, mais ce n'est pas la CPI, c'est un autre tribunal. C'est un tribunal, oui, enfin, comme l'était le tribunal pour la Yougoslavie. Voilà, c'est la tribunal de la justice internationale. Mais c'est cet esprit-là qui tue finalement l'idéal et de la communauté internationale et d'un droit pénal international. Et donc moi je suis très heureux qu'il y ait une réflexion critique vive, parce que c'est peut-être celle-là qui va faire avancer les choses. Je ne jetterai pas pour autant la CPI à la poubelle. Alors, d'après vous, d'ailleurs, Juan Branco, pourquoi elle s'est à ce point éloignée? Vous dites qu'elle a carrément trahi les idéaux qui ont présidé à sa naissance, la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1998, quand on voyait cette scène où tout le monde était si heureux? Il y a un élément contextuel très important, c'est le 11 septembre 2001 qui va provoquer quand même un renversement du rapport des États par rapport à la question de la sécurité et de l'importance du rapport à l'impunité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va se retrouver avec la Cour née en 98, mais entre en fonction entre 2002 et 2004. C'est-à-dire que dans cet entre-deux, et dans cet entre-deux, il va y avoir un basculement de l'ordre mondial finalement, où on allait quand même... On avait cette impression que le monde allait vers une sorte de fin de l'histoire, où le nouvel ordre international. Voilà, le modèle du libéralisme démocratique occidental en fait allait s'imposer naturellement à court ou moyen terme, à moyen ou long terme, et on partageait tous des valeurs communes. Et on se rend compte en fait finalement après le 11 septembre que c'est pas finalement tant le cas que ça, et que ces valeurs peuvent être instrumentalisées par des pouvoirs qui à un moment ont besoin de réaffirmer leur force à l'échelle internationale. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même la question d'une justice sans territoire. Il y a un moment où la question doit se poser. Quand vous allez aujourd'hui dans les salles de la Cour pénale internationale, moi j'ai parlé avec le greffier de la CPI il y a quelques semaines et je lui ai demandé mais comment est-ce que vous avez choisi les symboles qui sont quasi inexistants au sein justement la salle est très neutre en fait, grise, avec beaucoup d'ordinateurs, des dizaines d'ordinateurs et pas grand-chose d'autre. Et j'ai demandé mais comment est-ce que vous avez choisi les costumes, qu'est-ce qui vous a poussé à ces choix? Et il m'a dit écoutez, nous sommes une cour universelle. Nous représentons la communauté internationale, donc on a pensé à faire le plus neutre possible. Pour nous, l'idée, c'était le neutre. Et alors le neutre aujourd'hui, c'est un Apple Store. Ça ressemble à un Apple Store parce que ça reste en fait évidemment marqué par ceux qui font la Cour, qui sont au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau de la Cour, des personnes qui appartiennent, si ce n'est au monde occidental, au moins à une élite mondialisée. En fait, même la procureure qui est aujourd'hui gambienne, c'est quand même quelqu'un qui était conseillère juridique du président de son pays, qui est d'ailleurs un des pires dictateurs de l'Afrique. Je pense que la Ligue des droits de l'homme locale souffre beaucoup sous Yahya Jammeh. On peut aussi s'interroger à ce niveau-là. Comment est-ce que quelqu'un qui a servi de conseiller juridique, c'est-à-dire de principal légitimant
d'un régime, des atrocités d'un régime dictatorial, peut se retrouver procureur 10 ans après de l'institution qui est censée porter les droits de l'homme, enfin une vision en fait de la communauté internationale à l'échelle mondiale. Et donc je reviens à cette question de justice déterritorialisée, c'est-à-dire une justice sans symbole, une justice finalement désincarnée. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Eh bien, on se rend compte que justement parce que la communauté internationale finalement ne porte pas tant de valeurs que ça en commun, on s'est construit sur une abstraction qui finalement n'est pas si solide que ça et du coup est fragile et peut être instrumentalisée selon les intérêts du moment.